m'appelle Clément Ducol, je suis compositeur pour le cinéma. J'ai gagné un César pour la musique d'Emilia Pérez. Je suis ici dans le cadre d'un César à l'école, au lycée Racine, pour transmettre un petit peu mon expérience depuis ma scolarité dans ce même lycée il y a 25 ans. Je suis vraiment ravi de revenir ici, ça n'a pas trop changé. J'étais très heureux moi dans ce lycée. J'ai fait toute ma scolarité moi en double cursus. J'étais passionné par la musique et donc depuis tout petit j'ai commencé le double cursus en CM1. J'étais à la Maîtrise de Paris. À l'époque ça s'appelait les Petits Chanteurs de Paris. C'était un chœur que de garçons. Et donc j'ai commencé à 8 ans et jusqu'au bac, je faisais du violoncelle parallèlement et du piano complémentaire, enfin tout ce qui se fait à la Maîtrise de Paris. Et je me suis éclaté, vraiment. À l'époque, on n'était pas très nombreux et on faisait énormément de créations. J'ai eu la chance de tourner avec Peter Brook dans l'opéra Impression de Péléas. C'était Péléas à 10 ans, je jouais le rôle de l'enfant, Ignold, quand j'avais 11 ans. Après, j'ai fait des créations de Xenakis, d'Ohana. Mon père était compositeur, Bruno Ducol, donc j'ai fait aussi une création à l'IRCAM avec les œuvres de lui. Et à l'âge de 15 ans, je commençais à galérer à aller atteindre les aigus. Et donc, je suis allé voir un orthophoniste et je lui ai dit, je crois que je commence ma mue. Il m'a dit, non, vous avez terminé votre mue. Moi, ma vie, c'était d'être chanteur, quoi. Donc, ma vie musicale est derrière moi, en fait. C'était un peu dur. Il a fallu que d'urgence, je me trouve une nouvelle voie, quoi. Une nouvelle voie VOIE. J'ai commencé à faire de la batterie, un groupe de rock, de la percussion classique au conservatoire. J'avais l'impression de débuter à nouveau. C'était assez flippant. Je me suis mis à l'harmonie, à l'orchestration, à la direction de chœur, direction d'orchestre. Là, j'ai un peu exploré plein de choses. Mes parents étaient musiciens tous les deux, donc j'avais la chance d'avoir des parents qui me poussaient plutôt à faire de la musique. Mais j'ai plus de voix, bon là je fais de la percu, je suis assez bon, mais est-ce que vraiment je vais faire que ça de ma vie? J'ai le bac et je vais aller au conservatoire toute la journée tout seul. Donc je me suis quand même inscrit à la fac de musicologie. Et là il y avait des cours passionnants et d'autres où on réapprenait les bases. Donc je m'ennuyais un peu quand même. J'ai fait 1 an et j'ai arrêté, et là je me suis mis à fond au conservatoire. Et donc après je suis rentré au CNSM de Lyon en percussion classique et après en orchestration et après en musique à l'image. C'était un bonheur total. On bossait beaucoup avec la classe de danse, on faisait beaucoup de créations contemporaines, on partait beaucoup à l'étranger. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont permis aussi de travailler dès mon prix du conservatoire. Et j'ai rencontré un chorégraphe, Thomas Guéry, qui a monté un spectacle avec 2 percussionnistes et 2 danseurs, ECOA. J'ai fait ce truc-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce spectacle a tourné, a fait quasiment 1000 représentations dans le monde entier. Vous les avez toutes? Ah non, j'ai pas tout fait. Non, il y a eu plusieurs distributions. On est parti aux États-Unis, au Brésil, en Corée, au Japon, partout. Ce chorégraphe me dit, tiens, moi je fais une audition pour la chanteuse Camille. Elle cherche des body percussionnistes pour sa tournée. Je bosse le truc et je suis pris. Je fais sa tournée. On tombe amoureux, on se met ensemble et là, on s'est mis naturellement à composer ensemble. De fil en aiguille, elle me dit, je vais faire mon nouveau disque, on va mettre ces chansons sur mon disque et j'aimerais bien que tu arranges mon disque. Moi, je me dis, génial, ça, j'ai encore jamais fait. Et là, je me suis éclaté. Ça réunit un peu tout. La voix, l'écriture, le studio, le live. Je peux diriger aussi les séances. Donc, de fil en aiguille, je fais les arrangements et la choréalisation du disque de Camille. Et suite à ce disque, on se met à me demander de faire des arrangements pour d'autres artistes et des réalisations d'albums. Donc, au début, ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de faire des arrangements, des orchestrations pour des compositeurs de musique de film. C'est comme ça que petit à petit le cinéma s'est invité à ma table. On m'a demandé de faire de la direction musicale du film Annette de Léos Carax. Quand on fait du cinéma, on rentre dans une autre temporalité, c'est un autre espace-temps. Tout prend beaucoup plus de temps que quand on fait un disque où la musique, il y a quelque chose, il y a une immédiateté dans la musique. Là, je pourrais sortir une guitare, chanter une chanson, ça existerait déjà. Un film, vous avez une idée, vous écrivez un scénario. Déjà, l'écriture, ça prend un temps fou parce qu'on le fait relire par plein d'autres gens. Il y a des producteurs qui disent le scénario, qui disent oui, non, oui. Mais après, il faut un casting avec, si possible, des gens un peu connus qui vont permettre le financement du film parce que ça marche comme ça. Donc, 2017, je rencontre Léos Carax, je finis en 2021. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Philippe Martin dans un train. Et un jour, Jacques Audiard, qui est un ami de Philippe Martin, va voir Philippe et lui dit, écoute, j'ai un projet, c'est une comédie musicale. Je ne sais pas avec quel musicien le faire. Alexandre Desplat, lui, il n'a plus le temps. Moi, là, j'ai besoin de quelqu'un qui a quand même un peu de temps parce que je mets beaucoup d'ambition sur ce film. Et Philippe lui dit, écoute, il y a Clément qui a travaillé sur le film de Carax, appelle-le, quoi. Je reçois un texto. Bonjour, je suis Jacques Audiard, je suis réalisateur de films. Ah bon? Je m'apprête à faire une comédie musicale, je cherche un compositeur, si ça vous intéresse, prenons un café. J'ai pris un café.
J'ai fait la musique du film. Pour vous dire que des fois, ça se joue à pas grand-chose, surtout des gens comme ça qui se fient un peu plus à la rencontre qu'au CV. On s'est rencontrés, on a parlé de plein de choses sauf de son film. On a parlé de musique, d'opéra, de danse, je sais pas, de plein de trucs de la vie, quoi. Après, j'ai fait des dîners chez lui. Il m'a fait rencontrer son co-scénariste, Thomas Bidguin. On s'est mis à travailler tous les quatre avec Camille, donc, qui est venue après dans l'aventure pour écrire les textes des chansons. Parce que lui écrit pas de textes de chansons et son scénariste non plus. Donc on avançait, il n'y avait pas de scénario. Il y avait 20 pages de ce qu'on appelle un traitement qui explique en gros l'intrigue du film dans les grandes lignes, quoi. Et lui, sa volonté, c'était qu'on s'enferme en résidence et qu'ensemble, on construise le scénario en musique. C'est-à-dire que les textes des dialogues soient les textes des paroles, en fait, des chansons. Donc c'était assez génial parce que le matin, on bossait sur table avec son scénariste et lui, avec ce traitement. Et là, nous, on assistait à une masterclass de scénario, de mise en scène. Ils étaient à tourner autour de la table, dire ouais, mais non, dans cette scène, c'est pas possible, parce que là, elle a 40 ans, elle vient de tel milieu social. Tout est remis en question tout le temps. Et nous, de temps en temps, on pointait du doigt. On disait, mais pour nous, ça c'est un thème qui est super à faire pour une chanson. Ah ouais, d'accord, bah, je sais pas, proposez-nous un truc. Donc l'après-midi, moi, j'allais m'enfermer dans mon studio. Je composais. Camille allait écrire des textes avec une traductrice mexicaine. Et elle me retrouvait, on mettait en musique ses textes. En fin de journée, il venait écouter avec son scénariste. Et là, parfois, pas tout le temps, mais parfois, il y avait une forme de jubilation parce que tout d'un coup, en 3 minutes de chanson, effectivement, il pouvait jeter 20 pages de scénario. On compresse le temps avec une chanson. On raconte suffisamment de choses pour avancer plus vite à la scène suivante. Et on a construit le scénario comme ça. C'est vraiment une volonté de Jacques Audiard. Il y avait aussi une volonté un peu commune de ne pas tout faire chanter non plus. Il y a quelques personnages qui ne chantent pas. Quand on chante, c'est parce qu'on enchante un peu le réel. On sort un peu juste du documentaire, il y a un éveil, quoi. En fait, il n'y a pas eu de dogme, jamais. Et ça, c'est une grande chance. Audiard, il est très ouvert sur tout et il n'y avait jamais de barrière. Il aimait bien dire que la musique était transgenre aussi. C'est-à-dire qu'on traverse plein d'états musicaux. En fait, c'est une transformation globale, c'est une transition globale chez tous les personnages. Mon quotidien, professionnellement, il est jamais tout à fait pareil. Aucun film ne se ressemble, aucun disque ne se ressemble. Heureusement, j'ai des enfants. Ça me permet de me structurer au quotidien, justement. Parce qu'ils se lèvent le matin, donc je me lève avec eux, je les fais déjeuner. Ça paraît bête, ce que je dis, mais en fait, moi, en tant que musicien à mon compte, ça me structure vraiment d'avoir une vie de famille. Et quand vous faites qu'un seul film, par exemple, sur une période, est-ce que ça vous suffit pour bien gagner votre vie ? Comme je faisais des arrangements et de la réalisation pour des disques, j'ai créé une société pour facturer. Donc les labels avec qui je travaille, en gros, ils font un chèque à ma boîte et moi je peux me salarier via ma boîte. Et alors le cinéma, quand on est embauché sur un film, il y a une enveloppe allouée au budget de la musique. Mais le budget de la musique, ça veut dire rémunérer le compositeur, mais aussi payer toute la production de cette musique. Donc les studios, les musiciens, le mixeur, l'ingénieur du son. Donc il faut faire attention, par exemple, tu vois le budget alloué à la musique, tu enlèves le budget de production, et puis tu prends ce qui reste, quoi. Et comment ça se passe en général? Ils te donnent un tiers au début du travail, comme ça, t'es tranquille pour écrire. Un tiers à la livraison des maquettes validées. Les maquettes, c'est ce qu'on fait chez nous en pré-production, c'est-à-dire que moi j'ai plein d'instruments à la maison, j'enregistre des vrais instruments, et puis j'ai beaucoup de banques de sons pour faire tout de suite quelque chose qui sonne déjà comme un orchestre ou comme la couleur que vous voulez donner à votre musique. Ça, on est obligé aujourd'hui. Pour être compétitif, un réalisateur, il ne comprendrait pas que je vienne lui jouer du piano en lui disant là, tu auras des clarinettes. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas du tout se projeter, ils ont besoin d'un résultat final quasiment dès le début, quoi. La livraison des maquettes validées, c'est-à-dire qu'on a rempli tout le film de la musique. Donc là, on reçoit un deuxième tiers. Après, on passe en studio, on enregistre en vrai toutes les musiques. S'il y a des choses à refaire, on les refait. S'il y a de l'orchestre à faire, on le refait, etc. On commence le mix de la musique. Et là, on touche à nouveau le dernier tiers, le solde, quand on a fini notre travail, tout est livré. Voilà. Vis-à-vis de la composition, notamment, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des pannes d'inspiration? Donc oui, des moments de blanc et d'égarement, il y en a eu plein. Ouais. C'est aussi des moments où il faut se faire confiance, c'est des moments où, oui, ça va pas tout à fait là où on veut. Oui, on est complètement paumé. C'est des moments assez difficiles parce qu'il y a des jours où ça avance pas.
Mais ça fait partie de la recherche. C'est là aussi qu'on trouve des choses, parce qu'on est paumé. Ou alors il va y avoir un accident heureux, parce que, je sais pas, on va se planter, on va faire un truc de piano qui n'a rien à voir. Puis on va se dire, bah, attends, en fait, si ça se trouve, ça, ce serait génial pour telle scène. On n'était pas du tout en train de bosser dessus, mais c'est pas grave. On va passer une semaine sur cette scène-là alors qu'on voulait travailler le début du film. Il faut vraiment se faire confiance à tous ces moments d'errance, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup. Partout, même dans les disques. Ouais, des moments de flou. C'était génial d'avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui est passé par ici. On a beaucoup de points en commun, surtout avec tous ceux qui ont assisté, donc c'était hyper intéressant. Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne jamais avoir peur, d'être curieux tout le temps de tout et de partir à l'aventure.